Ce soir, l'actualité de dernière minute, les États-Unis, attaque contre l'Iran, et maintenant ce nouveau rapport des services de renseignement qui vient de tomber, ainsi qu'une mise au point sur la réalité. Les dégâts étaient-ils aussi importants que le président Trump l'a affirmé? Également ce soir, la chaleur mettant la vie en danger. New York, Boston, Philadelphie, tous battent des records. Et les autorités enquêtent désormais sur une attaque à la seringue lors de festivals de musique. Près de 150 personnes affirment avoir été piquées par des aiguilles. Tout d'abord ce soir, le président Trump affirme que les installations nucléaires iraniennes ont été complètement et totalement détruites. Mais ce soir, selon nos sources, un nouveau rapport préliminaire du Pentagone conclut que les dégâts ont été limités, indiquant que le programme nucléaire iranien n'a été retardé que de quelques mois. Et le moment où le président Trump a explosé aujourd'hui, utilisant un juron en parlant d'Israël, de l'Iran et de ce cessez-le-feu fragile, la chaleur mortelle. Plus de 150 millions d'Américains sont en alerte. Du Texas à New York, jusqu'au Maine, New York bat un record, Philadelphie jusqu'en Nouvelle-Angleterre, où des records sont également battus. Des personnes s'effondrent lors de cérémonies de remise de diplômes en plein air. De grosses pannes de courant ce soir chez Amtrak, un train perd de l'électricité, et ce que cette chaleur fait au corps après plusieurs jours. Ce soir, rebondissement spectaculaire dans le procès de Sean Combs, l'accusation a terminé de présenter son dossier après 34 témoins. La défense a ensuite clos son dossier, n'appelant aucun témoin. Aaron Katurski se tient prêt à transmettre le message que les avocats de Sean Combs tentent d'envoyer au jury. Ce soir, la patrouille frontalière a détenu de manière violente des agents des frontières masqués et un immigrant sans papier à son travail d'aménagement paysager. Ses 3 fils sont tous américains. Les Marines. L'aiguille attaque 145 personnes, déclarant aux autorités qu'elles ont été piquées par des aiguilles. Les autorités françaises enquêtent actuellement sur une série d'attaques possibles à la seringue. Les victimes subissent maintenant des tests ce soir. Ici, aux États-Unis, l'atterrissage effrayant d'un hélicoptère qui s'est soudainement retourné sous les yeux des clients du restaurant. Et ce que vous verrez ce soir dans le ciel à travers 14 États, un spectacle spectaculaire. Et ce soir, nous rendons hommage à une idole des adolescents, le chanteur et star de la télévision, dont vous connaissez forcément la musique. Depuis le siège d'ABC News à New York, voici World News Tonight avec David Louis. Bonsoir, et nous sommes ravis de vous retrouver ce mardi soir très chargé. Et nous commençons ce soir avec cette information de dernière minute après les frappes majeures des États-Unis contre l'Iran. Ce soir, ici, le nouveau rapport de renseignement classifié. Un rapport préliminaire qui pourrait bien servir de mise en garde sur la réalité de l'attaque américaine contre les installations iraniennes d'enrichissement nucléaire. Le président Trump avait déclaré qu'elles avaient été complètement et totalement anéanties. Mais ce soir, selon des sources, ce nouveau rapport préliminaire du Pentagone conclut que les dégâts ont été limités, affirmant que le programme nucléaire iranien n'a été retardé que de quelques mois. Cette mission militaire audacieuse, avec des bombardiers B-2 décollant du Missouri, a déployé pour la première fois sur le champ de bataille ses bombes de 30 000 livres. Les images satellites montrent les sites ciblés, avec des traces de trous endommagés dans le sol. Mais il reste ce soir difficile de savoir exactement combien et quel type de dégâts ont été causés en dessous. Des sources indiquent que le rapport préliminaire révèle également qu'une grande partie du stock d'uranium enrichi de l'Iran n'a pas été détruite, car il aurait probablement été déplacé avant l'attaque américaine. Et ce soir ici, le moment. Le président Trump s'est emporté aujourd'hui, utilisant un juron en s'adressant aux journalistes sur la pelouse de la Maison-Blanche à propos d'Israël, de l'Iran et de ce cessez-le-feu fragile. Marie Bruce, correspondante en chef à la Maison-Blanche pour ABC, ouvre notre édition ce soir. Le président Trump affirme que les États-Unis, les frappes contre l'Iran ont anéanti son programme nucléaire. Mais ce soir, des sources nous confient. Un rapport préliminaire du Pentagone indique qu'au moins 2 des installations nucléaires iraniennes visées n'ont pas été complètement détruites et que le programme iranien n'a été retardé que de quelques mois. L'Iran ne reconstruira jamais son nucléaire. À partir de là, absolument pas. Cet endroit est sous la roche. Cet endroit est démoli. Mais des sources affirment que le rapport préliminaire de la Defense Intelligence Agency est des États-Unis. Le commandement Ventura indique qu'une grande partie du stock d'uranium enrichi de l'Iran n'a pas été détruite car elle a été déplacée avant la frappe américaine. L'Agence internationale de l'énergie atomique a averti que près de 900 livres d'uranium presque de qualité militaire ne sont pas localisés. Des sources nous indiquent que les premiers renseignements du Pentagone montrent que les centrifugeuses iraniennes sont également restées intactes. Et bien que les bombardements aient scellé les entrées de 2 des installations nucléaires du pays, ils n'ont pas détruit leurs structures souterraines. Ce soir,
la Maison-Blanche contre-attaque. Le secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, a déclaré « D'après tout ce que nous avons vu, et j'ai tout vu, notre campagne de bombardement a anéanti la capacité de l'Iran à fabriquer des armes nucléaires. » Cela intervient dans un contexte de trêve fragile entre l'Iran et Israël, un cessez-le-feu annoncé par Trump la nuit dernière. Mais dans les heures précédant son entrée en vigueur, l'Iran et Israël continuaient de se frapper mutuellement. Israël, dès que nous avons conclu l'accord, ils sont sortis et ont largué une quantité de bombes comme je n'en avais jamais vu auparavant. La plus grosse charge que nous ayons vue. Je ne suis pas content d'Israël. Vous savez, quand je dis « Ok, maintenant vous avez 12 heures », on ne sort pas dans la première heure pour tout balancer sur eux. Donc je ne suis pas content d'eux. Je ne suis pas content de l'Iran non plus. Trump, manifestement furieux, a utilisé un juron. En gros, il y a deux pays qui se battent depuis si longtemps et si durement qu'ils ne savent même plus ce qu'ils font. Vous comprenez ça? Peu après, le président s'est entretenu avec le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Et ce soir, Israël et l'Iran s'engagent tous deux à respecter le cessez-le-feu, qui, pour l'instant, semble tenir. Alors faisons entrer Marie Brousse. Elle est en direct ce soir des Pays-Bas, où le président Trump assiste actuellement au sommet de l'OTAN. Et Marie, le président a affirmé que les États-Unis, les frappes ont anéanti le programme nucléaire iranien. Évidemment, ces nouveaux renseignements préliminaires indiquent ici quelque chose d'un peu différent. C'est le cas, David. Le président Trump affirme que les États-Unis, les frappes contre l'Iran ont anéanti et complètement détruit toutes les installations et capacités nucléaires. Mais des sources affirment que ces premiers renseignements indiquent que ce n'est pas le cas et que le programme nucléaire iranien n'a été retardé que de quelques mois. Encore une fois, David, ce ne sont que des renseignements préliminaires. Nous attendons toujours le rapport final. Merci, Marie. Passons tout de suite à notre chef correspondant à l'étranger, Yann Daniel, en direct de Tel Aviv ce soir encore. Encore une question à ce sujet, Yann. Quand on entend parler de ce rapport préliminaire selon lequel les États-Unis, les frappes auraient pu nous retarder le programme nucléaire iranien, que de quelques mois ici, qu'est-ce que cela signifie pour la stabilité ou l'instabilité dans la région à l'avenir? Eh bien, David, je ne pense pas que ce soit seulement le Pentagone. Nous avons deux sources qui disent à ABC News qu'il est trop tôt pour affirmer que les missions américaines et israéliennes ont été couronnées de succès. Rappelez-vous ces énormes trous que nous avons vus dans la montagne sur le site de Fordow? Eh bien, la source dit ceci. Ils ne savent toujours pas combien d'uranium enrichi a pu être déplacé à l'avance depuis là-bas, ni combien de centrifugeuses dans le pays pourraient encore redémarrer. Et une source qualifie le résultat à Fordow de vraiment pas bon. Donc, malgré le soutien du Premier ministre israélien Netanyahou à Trump, affirmant que la mission à Fordow a détruit le site, il est tout à fait possible que nous nous retrouvions exactement au point de départ, avec plus d'instabilité dans la région et potentiellement une nouvelle vague de conflits. Yann, merci à toi aussi. De retour ici, aux États-Unis, ce soir, et pour l'autre grande actualité de ce mardi soir, la chaleur menaçant la vie. Plus de 150 millions d'Américains sont en alerte, du Texas à New York jusqu'au Maine. Ce soir, des records ont été battus dans tout l'Est. 101 à Philadelphie, 102 à Boston, New York atteint 99. Les températures les plus élevées depuis plus de 10 ans. Et avec l'humidité, inutile de vous le dire, on a l'impression qu'il fait bien plus de 100. Ce soir, les coupures de courant, le train Amtrak arrêté. Et ce que cela fait au corps après plusieurs jours de chaleur, quand il ne fait même pas frais la nuit. La nuit dernière, la température la plus basse à New York était de 81. Alors Jean Jersey est avec nous. Quand est-ce que ça va se calmer? Et Janae Norman ce soir avec les alertes concernant cette chaleur mortelle. Ce soir, une chaleur accablante et dangereuse pour des millions de personnes. Les réseaux électriques sont poussés à leur maximum. Toute personne travaillant à l'extérieur risque sa vie. Près de Boston, l'indice de chaleur atteint 105 degrés à Norfolk. 2 pompiers qui luttaient contre un incendie ont été transportés d'urgence à l'hôpital pour épuisement dû à la chaleur. Le commandant du FDNY pour le district de Manhattan, Brian Dorman, m'a expliqué que l'équipement de protection qui protège les pompiers les fait aussi suffoquer. La chaleur affecte leur capacité de prise de décision, peut aussi diminuer la force musculaire pendant qu'ils interviennent sur un feu. Donc c'est très difficile, très éprouvant. Dans toute la région de Philadelphie, où ils ont atteint la barre des 100 degrés. On est là dehors à creuser des tranchées. Regardez-moi. Je suis trempé. Des travailleurs comme Denny Sharp et Roy Jones Jr. On essaie juste de tenir le coup. Qu'est-ce que vous vous dites? Passez la journée et rentrez à la maison. Les médecins disent qu'il est crucial que les travailleurs veillent les uns sur les autres.
Mon conseil pour eux, c'est de se rafraîchir souvent, mais aussi de travailler en binôme pour pouvoir surveiller les signes de coups de chaleur chez l'autre. À New York, alors que le mercure atteignait un record de 99 degrés, les ventilateurs tournaient à fond dans les bureaux de vote. Des milliers de personnes bravent la chaleur pour voter à l'élection du maire, y compris le candidat et ancien gouverneur de New York, Andrew Cuomo. Oui, il fait un peu chaud, mais aujourd'hui, c'est le jour J. Dans le Queens, Corey Dixon distribue de la glace sèche à des milliers de personnes âgées qui ont perdu l'électricité lundi. Les autorités supplient tous les habitants de la ville d'économiser l'énergie. Et David, c'est en ce moment le pic de chaleur dans le nord-est, et il fera encore dangereusement chaud demain. Les températures devraient encore grimper dans les 30 degrés pour un troisième jour consécutif, ce qui en fait officiellement une vague de chaleur. David. Deuxième nuit d'affilée. On t'a envoyé sur le toit ici à ABC et on t'en est vraiment reconnaissant. Genève. Reviens en intérieur. Passons tout de suite à la chef météorologue Jean Jersey. Ginger, je sais que demain ce sera officiellement une vague de chaleur dans une grande partie du pays. Les millions de téléspectateurs qui regardent ce soir veulent savoir, Ginger, quand la chaleur va retomber. La chaleur va se calmer dans environ 24 à 36 heures, selon votre emplacement. Nous allons en parler, mais commençons par souligner à quel point c'est impressionnant, car il ne s'agit pas seulement de records quotidiens de chaleur. Ce sont des records absolus de chaleur pour un mois de juin, comme à Boston, dans le Massachusetts, où il y a 102 degrés. Aujourd'hui, jamais, du moins depuis que l'on tient des relevés, c'est-à-dire depuis 1872, on a vu ce genre de chaleur au mois de juin. Manchester, dans le New Hampshire, l'a fait, Providence, dans le Rhode Island, et Newark, dans le New Jersey, nous peut égaler le record à 103 degrés. Vous avez mentionné la température corporelle centrale et pourquoi la chaleur est cumulative, ce qui peut avoir un impact important sur la santé. Quand on sort de chez soi pour la troisième matinée d'affilée et qu'on a déjà l'impression qu'il fait dans les 30 degrés Celsius, comme ce sera le cas à Philadelphie ou à Washington DC, c'est problématique. Ce front froid s'approche, mais avant son arrivée, on va encore avoir un après-midi avec des indices de chaleur au-dessus de 38 degrés Celsius, de Louisville et Memphis jusqu'à Philadelphie. Maintenant, jeudi et vendredi, si vous êtes dans le nord-est ou à Chicago, vous aurez un bref répit, mais regardez ce qui se passe. À Chicago, la température remonte dans les 30 degrés Celsius. La région du centre de l'Atlantique d'Asie arrive à la période la plus chaude de l'année et ils ne vont pas avoir d'un été. Ginger est avec nous ce soir. Merci, Ginger. En attendant, nous passons maintenant à l'évolution spectaculaire du procès de Sean Combs. Aujourd'hui, l'accusation a terminé de présenter son dossier après 34 témoins, puis, peu de temps après, la défense a également clos son dossier sans appeler aucun témoin. Ce soir, Aaron Katurski d'ABC nous parle du message que les avocats de Sean Combs essaient de faire passer au jury. Ce soir, le procès pénal contre Sean Combs touche à sa fin et l'homme qui a fait carrière avec ses paroles n'a rien dit pour sa propre défense. Est-ce votre décision de ne pas témoigner dans cette affaire ? A demandé le juge Aaron Subramanian et Combs a répondu « C'est uniquement ma décision ». Combs a également complimenté le juge « Je veux vous dire merci, vous faites un excellent travail ». Les avocats de la défense n'ont appelé aucun témoin et ont clos leur dossier aujourd'hui, quelques instants après que les procureurs ont terminé le leur. Pendant plus de 6 semaines, les jurés ont entendu 34 témoins, dont d'anciennes petites amies, d'anciens employés, des escortes masculines et le rappeur Kid Cudi. Ils ont visionné près d'1 heure de vidéos explicites montrant Cassie Ventura et une femme connue sous le pseudonyme de Jana ayant des relations sexuelles avec des prostituées masculins. L'accusation cherche à prouver que le magnate de la musique dirigeait une entreprise criminelle qui exploitait ces femmes. Il nie ces accusations. La défense a soutenu que les relations sexuelles étaient consenties et a demandé un acquittement, affirmant au juge que le gouvernement n'a pas rempli sa charge de la preuve. Très bien, retrouvons Aaron ce soir, qui couvre ce procès depuis le début. Ce soir, la défense a présenté sa plaidoirie finale, sans témoignage de Sean Combs. Mais comme tu le soulignes, Aaron, ce qui est peut-être encore plus remarquable, c'est qu'il n'y a eu aucun témoin pour la défense. Quel message essaie-t-il de faire passer ? Quelle est la stratégie ici ? Cela pourrait être un signe de confiance, David. Le jury a entendu des semaines de témoignages souvent explicites sur le sexe et la violence, mais les avocats de la défense semblent confiants ce soir. Ils ont soulevé suffisamment de doutes lors des contre-interrogatoires sur le fait que Combs ait trafiqué des femmes qui sont restées avec lui pendant des années. Les délibérations du jury pourraient commencer dès vendredi soir, David. Aaron Katurski est de retour sur le sujet ce soir. Merci. Nous nous tournons ce soir vers les images dramatiques après une détention violente par une patrouille frontalière, des agents frontaliers masqués et un immigrant sans papier à son travail d'aménagement paysager. Ses 3 fils sont tous américains. Les Marines. Voici Trevor Holt. Donne-moi ta main.